Bien, nous voici dans une série de vidéos, une nouvelle série de vidéos qui vont porter sur les structures de marché. Alors les structures de marché, ça nous renvoie principalement aux monopoles, les situations de concurrence, les oligopoles, les monopsones, etc. Nous allons voir ça en détail. Ce que je vais simplement dire, c'est qu'il va y avoir deux types de problèmes dans les vidéos qui vont suivre ce thème sur les structures de marché. Le premier problème qui va être sous-jacent, c'est quel est le comportement de l'entreprise selon les structures de marché. Quelle quantité va-t-elle produire? Est-ce que les prix s'imposent à elle? Est-ce que l'entreprise a une action sur les prix? Est-ce qu'elle peut les influencer? C'est ce genre de problème que nous allons aborder. Et puis il y a un second problème qui est lié au premier naturellement. Ces comportements d'entreprise, selon ces structures, vont-ils être optimales pour l'ensemble de la société? Quelle est la meilleure structure de marché pour une économie? Autrement dit, alors c'est quoi la meilleure structure? Simplement, c'est se poser la question de savoir si l'allocation des ressources rares sera optimale ou pas en fonction des structures de marché. Ces deux problèmes seront en toile de fond dans les vidéos qui vont suivre. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, allons tenter de penser comme un économiste. Alors, pour présenter ces structures de marché, on va s'intéresser de façon commode à la présentation qu'en a fait un économiste, Heinrich von Stackelberg. Stackelberg, ce n'est pas un économiste qui est très connu. On le rencontre dans la littérature, dans l'analyse des duopoles principalement, un équilibre de Stackelberg. Quelques mots, c'est quelqu'un qui est né en 1905 à Moscou d'une famille de la noblesse allemande. En 1914, ils reviennent en Allemagne et il va faire des études à Cologne, des études de droit, des études d'économie qui vont lui donner un poste d'assistant à l'université de Berlin à partir de 1935. En 1941, il devient professeur à l'université de Berlin, professeur d'économie, et en 1944, il va à Madrid où il deviendra le titulaire de la chaire d'économie politique de Madrid. Alors il ne reste pas longtemps, il est mort d'un cancer en 1946, et donc ses travaux n'ont pas révolutionné l'analyse économique, mais néanmoins, dans les structures de marché, le sujet qui nous intéresse, il en a fait une présentation qui était assez claire et que nous allons ici utiliser. D'ailleurs, c'est cette présentation que l'on retrouve dans quasiment tous les manuels et donc nous allons la suivre maintenant. Bien, alors à quoi ressemble ce tableau de Stackelberg? Il est très simple puisqu'il va mettre en relation le nombre de demandeurs et le nombre d'offreurs. Les demandeurs, ce sont les consommateurs, ce sont les acheteurs, les offreurs, ce sont les producteurs, les vendeurs, les offreurs. Bon. Et en fait, trois possibilités pour chacun des deux segments du marché. Soit il y en a un seul, soit il y en a quelques-uns, soit il y en a beaucoup. Alors selon les manuels, on va trouver d'autres définitions. Tout cela est très vague, mais enfin voilà. On ne va pas ergoter sur les mots. C'est simple à comprendre. Quelque, est-ce que c'est 5, 10, 20? On va dire que le quelque, ils peuvent s'identifier sur le marché. Chaque producteur ou chaque demandeur peut identifier qui demande. Et beaucoup, il y en a tellement qu'ils ne peuvent pas tous connaître. Voilà, on va garder cette approche pour définir ces mots finalement très vagues. On va lire le tableau en ligne et on va commencer par la première situation, un offreur et un demandeur. Le nom de cette structure de marché, c'est ce qu'on appelle un monopole bilatéral. Alors comme exemple, je vais prendre l'exemple du cas français. Pendant longtemps, EDF, Électricité de France, était une entreprise nationalisée et puis elle avait vocation à produire, transporter et distribuer de l'électricité. Et en fait, ces trois activités de production, de transport et de distribution, elles ont été progressivement scindées dans les années 80 et maintenant ce sont trois activités quasiment indépendantes, je dis bien quasiment, il y a quand même EDF a toujours des parts importantes. Par exemple, Framatome en France est l'entreprise qui est responsable des centrales nucléaires, qui va fabriquer l'électricité. Et puis il y a une seule entreprise qui peut lui acheter, ça va être Enedis. Enedis va être le demandeur. Donc le couple Framatome-Enedis, pour transporter l'électricité, fait un monopole bilatéral. La distribution auprès des particuliers, elle, c'est totalement libéralisé et donc ça n'appartient pas à ce genre de structure de marché. Maintenant, on poursuit sur la ligne, toujours un offreur, donc ça sera un monopole, et quelques demandeurs. Alors là, c'est ce qu'on appelle un monopole contrarié.
Alors, comme exemple, on va prendre la grande aventure de Concorde, avion supersonique extraordinaire français qui ne vole plus maintenant. Il y avait un consortium dans les années 70, un consortium franco-anglais, et qui avait le monopole, naturellement. Concorde était un avion unique, et qui était vendu à deux compagnies principalement, d'autres ont été prétendants, des compagnies américaines, mais l'avion faisait trop de bruit, paraît-il, et donc British Airways, donc quelques demandeurs, British Airways et Air France étaient demandeurs. Troisième situation, toujours en ligne, un seul offreur, beaucoup de demandeurs, c'est la situation classique, qui sans adjectif est implicite, c'est la situation de monopole. Pour le cas de la France, là on peut prendre l'exemple de la SNCF. Je voudrais revenir un peu, je m'arrête un instant sur le cas de la SNCF. Le cas de la SNCF, on vient de le voir, j'ai dit que c'était un monopole. Mais sur quel marché? J'ai défini le marché comme étant, le marché de la SNCF, le marché du transport de passagers par voie ferrée, le transport ferroviaire. Mais si je prends... Alors là, il est clair que c'est un monopole, mais si j'élargis ma définition du marché, et si je prends le marché du transport mécanisé, alors là, clairement, la SNCF n'est plus en monopole. Là, ça devient oligopolistique, puisqu'elle est en concurrence avec Blablacar, grosse concurrence depuis quelques années, en concurrence avec la voiture, en concurrence avec la moto, sur des trajets plus courts, en concurrence avec les vélos électriques, et peut-être même les vélos normaux pour les sportifs. Donc on voit que si je donne une définition plus large du marché, je suis parti du transport ferroviaire au transport, je modifie la structure de marché dans un sens concurrentiel. Je vais prendre un deuxième exemple. Je vais prendre l'exemple de Coca-Cola. Tout le monde connaît l'entreprise Coca-Cola. Il y a fin des années 90, Coca-Cola a voulu racheter une marque, elle a voulu racheter Orangina. Et Orangina, tout le monde était d'accord. Chez Orangina, la cible, parce que les salariés estimaient que ça allait donner une sorte de rayonnement international que Orangina n'a pas encore et n'avait pas à l'époque. Le propriétaire d'Orangina, c'était Pernod Ricard. Pernod Ricard était parfaitement favorable et voulait se débarrasser d'Orangina pour se recentrer sur les boissons alcoolisées. Et les actionnaires d'Orangina et de Coca-Cola étaient plutôt d'accord de cette logique. Mais la structure de marché était modifiée. Mais de quel marché s'agissait-il? Il s'agissait du marché des eaux gazeuses sucrées non alcoolisées. Et sur ce marché précis, eh bien Coca-Cola, s'ils achetaient Orangina, avait plus de 80% des parts de marché en Europe. Et le Conseil de la concurrence a estimé que c'était un monopole ou une position dominante et que Coca-Cola risquait d'abuser de sa situation, son abus de position dominante. Moi, j'estime que là encore, tout dépend de la conception du marché que l'on a. On aurait très bien pu avoir une définition plus large, par exemple si on avait pris le marché de l'hydratation, car il faut bien boire pour vivre. Et bien de ce point de vue-là, Coca-Cola est en concurrence avec le jus de tomate, avec le jus de pomme, avec le thé, avec la soupe et avec l'eau du robinet. Et là, si j'ai une définition large, on voit qu'en réalité, je fais apparaître énormément de concurrence. Donc j'insiste parce que ça signifie que c'est le concepteur du marché qui crée la structure de marché. Je vais prendre un troisième exemple, il est emprunté au bouquin de Philippe Simoneau, 39 leçons d'économie contemporaine. Il prend l'exemple du livre. Si on prend le marché du livre, on a un marché qui est très très concurrentiel. Si maintenant je prends le marché du livre du 19e siècle, je vais avoir un marché concurrentiel. Si je prends le roman français du 19e siècle, ça reste concurrentiel, mais on est plutôt dans une logique d'oligopole. Si je prends le marché de Madame Bovary, alors là, clairement, Flaubert est en monopole sur le marché de Madame Bovary. Là encore, c'est un troisième exemple pour montrer que quand j'applique une définition stricte du marché, je crée la structure de monopole. Donc c'est important, l'enjeu, il est où dans cette remarque? C'est que comme c'est le concepteur, celui qui analyse le marché, qui crée la structure de marché, les autorités de la concurrence, évidemment, elles créent souvent le problème qu'elles vont tenter de corriger. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. On poursuit avec Stackelberg. On va prendre également l'exemple de quelques offreurs et de un demandeur. Alors là, c'est ce qu'on appelle un monopsone contrarié.
Un monopsone contrarié, on va prendre l'exemple français, Safran, des entreprises, il y en a quelques-unes qui fabriquent de l'armement, Safran, Thales, Dassault Aviation par exemple. Et donc ces entreprises françaises, elles vendent, quand il s'agit d'armement, elles vendent principalement à l'État français qui devient le seul demandeur. Donc là, on est dans une situation de monopsone contrarié. On va regarder le cas intermédiaire ici, quelques offreurs et quelques demandeurs. C'est ce qu'on appelle un oligopole bilatéral. L'oligopole bilatéral, alors on peut prendre comme exemple la haute couture par exemple. Vous avez quelques offreurs qui sont capables justement de proposer des produits très rares, extrêmement bien finis, et quelques demandeurs qui ont les moyens de se payer ces robes de haute couture par exemple. Toujours dans le quelques offreurs, avec beaucoup de demandeurs, on a une situation d'oligopole. Alors d'oligopole, on va prendre un exemple, on va rester sur le cas français par exemple. Renault et PSA sont les deux constructeurs français, c'est un duopole. Le duopole est un cas particulier d'un oligopole. Beaucoup de demandeurs, nous avons une situation oligopolistique. Je m'arrête sur l'oligopole comme je l'ai fait pour le monopole, pour préciser quelque chose. Là, j'ai dit que Renault et Peugeot étaient en situation de duopole, cas particulier de l'oligopole sur le marché français. Mais une fois que j'ouvre les frontières, et là ce qui m'intéresse, c'est donc le critère géographique, que les frontières sont ouvertes, ma structure de marché elle est modifiée. Il y a environ entre 100 et 110 constructeurs automobiles dans le monde. Passer de 2 à 110 quand les frontières sont ouvertes, ça change la structure de marché. Donc là encore, de même que tout à l'heure, le degré de précision avec lequel on définit un marché modifie la structure de marché, le critère géographique est également à prendre en compte. Je prends l'exemple de Boeing. Boeing est en monopole sur le segment des avions long courrier aux États-Unis, mais au niveau mondial, je change le critère géographique. Boeing est en concurrence avec Airbus, qui est en concurrence avec Comac, le nouveau constructeur chinois. Donc là déjà, dès qu'on ouvre les frontières, on se retrouve avec une structure plus concurrentielle. Ce point est à prendre en compte. On poursuit avec Stackelberg. Enfin, on poursuit avec beaucoup d'offreurs et un seul demandeur, c'est ce qu'on appelle un monopsone. Alors ce mot, il est probablement nouveau pour certains d'entre vous, donc à retenir. Un monopsone. Alors un exemple de monopsone, par exemple, ça peut être dans l'industrie du tabac. Il y a beaucoup d'offreurs de cigarettes, par exemple Philip Morris, etc. J'en ai mis 2 là dans mon exemple. Et il y a une seule entreprise en France qui peut les acheter, c'est Altadis. Altadis, c'est une entreprise descendante de la CEITA. Ça remonte encore à Colbert, dans lequel il y avait une seule entreprise qui avait le droit d'acheter à l'étranger le tabac et de le redistribuer en France. Donc situation de monopsone. Beaucoup d'offreurs et quelques demandeurs, c'est ce qu'on appelle un oligopsone. Donc dans un oligopsone, un exemple pour l'illustrer, dans le secteur de la grande distribution en France par exemple. Vous avez des fournisseurs, alors eux ils sont très nombreux, et ils vendent à Auchan, Carrefour, Monoprix, Franprix, il y en a d'autres naturellement, toutes les chaînes de grande distribution. Et donc on a quelques offreurs, beaucoup d'offreurs et quelques demandeurs, et on comprend que quand les demandeurs sont moins nombreux que les offreurs, on pressent qu'ils peuvent avoir un pouvoir de marché. Et puis enfin la dernière situation, celle sur laquelle on reviendra assez régulièrement par la suite, eh bien beaucoup d'offreurs et beaucoup de demandeurs, c'est la situation de concurrence. Alors dans cette situation de concurrence, on distingue traditionnellement 2 grands types de concurrence. Premièrement, on peut avoir une concurrence avec qu'on va appeler une concurrence homogène, c'est-à-dire qui va porter sur des produits qui sont homogènes. Homogènes, on ne peut pas les distinguer. Ça peut être le lait par exemple, ça peut être les devises par exemple. Et puis il peut y avoir ce qu'on appelle une concurrence monopolistique, c'est-à-dire que les producteurs mettent sur le marché des produits qui ont la même fonction, qui se ressemblent, mais presque. Elles ont toujours quelque chose qui les distingue des autres, ce qui fait que c'est assez presque antinomique dans les termes. Ils sont uniques
En ce sens, ils sont en monopole, mais en même temps, on parle de concurrence monopolistique parce qu'ils sont tellement semblables avec d'autres qu'ils apparaissent comme étant substituables et donc en concurrence avec d'autres produits. Là encore, c'est un cas que nous approfondirons ultérieurement. Bien, voilà pour ce tableau de Stackelberg. En guise de conclusion, sur ce tuto sur les structures de marché, je voudrais apporter une petite remarque. À l'heure actuelle, la plupart des structures de marché, elles sont déterminées en fonction du producteur. On regarde la quantité de producteurs. Stackelberg avait mis en place le nombre de demandeurs, mais les conseils de la concurrence se placent du point de vue du producteur. En réalité, si on se place du côté du consommateur, tout est en concurrence avec tout. J'ai vu une scène à la fin des années 80 dans une grande surface. J'ai vu une dame qui avait 2 enfants qui a pris un morceau de viande, qui l'a mis dans son caddie. Elle fait quelques pas, elle s'arrête, elle le repose et je l'ai entendu dire à ses enfants, à la place, nous irons à la fête foraine. Et donc, de son point de vue, en tant que consommateur, elle a décidé d'économiser de l'argent sur de la viande pour pouvoir payer un tour de manège à ses enfants. Si moi j'avais été voir un forain et que je lui avais demandé quels sont vos concurrents, il m'aurait dit la grande roue, les autotamponneuses peut-être. Jamais il n'aurait pensé à mettre en relation la viande bouchère. Mais du point de vue du consommateur, je le répète, c'est très logique. Tout est en concurrence avec tout. Chaque euro qui va dans une direction est un euro qui ne va pas dans une autre direction. Mes étudiants, souvent, ils arbitrent entre aller au cinéma, aller au bowling ou aller au restaurant. Si on demande à un restaurateur quels sont ses concurrents, il va lui me donner le nom de ces restaurateurs qui sont concurrents. Je ne suis pas certain qu'il pense à mobiliser les autres activités annexes que peuvent avoir envie de faire les étudiants, à commencer par acheter une bouteille d'alcool et de rester chez eux. Bref, du point de vue du consommateur, je le répète, tout est en concurrence avec tout. C'est la raison pour laquelle j'aime assez, et ce sera ma conclusion, cette conclusion de quelqu'un qui n'est pas économiste, un grand couturier, Daniel Echter. Mes concurrents directs, dit-il, ne sont ni Montana, ni Mugler, ni Gautier, mais plutôt Sony et le Club Med. Je trouve que c'est assez bien vu. On termine là-dessus. Merci de votre attention.